moi j'ai adoré bosser avec les Anglais. Pour moi c'est des fonceurs. Donc ils n'hésitent pas à négocier, donc ils n'hésitent pas à baisser le prix s'ils pensent que c'est trop cher. Mais par contre ils vont de l'avant, ils discutent pas pour 2 balles. Par contre un peu hypocrite sur les bords, c'est-à-dire t'es très pote comme ça avec toi, mais derrière serait prêt un peu à faire un peu n'importe quoi derrière pour choper le deal. J'avais peut-être un peu peur parce qu'en fait j'étais là, mais qu'est-ce qu'il va dire sur les Anglais étant donné que ma mère est anglaise et que je suis moitié anglais. L'anglais a l'habitude d'acheter de l'immobilier, donc je pense que quelque part un peu cette retenue elle est moindre parce qu'en fait on a l'habitude, on a l'habitude de l'achat et de la revente pour une plus-value. Le marché de la location est devenu une vraie option, enfin on a même une option financière. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Adrian Streetmatter. Hello Adrian. Enchanté. Merci beaucoup d'être venu pour l'épisode. Aujourd'hui, donc, tu es CEO et fondateur de Sentis, une agence de communication pour l'immobilier qui initialement a ouvert ses portes à Londres. Exactement. Juste. À Londres, ouais. Aujourd'hui, qui est un petit peu partout. Donc, on va parler de ça et puis de la différence aussi à travers de cet épisode entre la commercialisation, la communication, le marketing un peu qui se fait en Suisse, respectivement ailleurs, en Europe et en Angleterre surtout. Donc voilà, peut-être présente-toi rapidement et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Parfait, merci de m'accueillir en tout cas ici, dans des nouveaux locaux. C'est vraiment cool. Ouais, en fait, donc, je m'appelle Adrian, je suis CEO et fondateur de Sentis, donc vraiment comme tu dis, une agence de communication spécialisée dans l'immobilier. On a commencé l'agence à Londres, alors que moi et mon associé, on est tous les deux originaires de Genève. On a décidé de partir à Londres en 2006 pour aller travailler en agence. On venait de finir nos études universitaires et on s'était dit, si on veut aller se tester sur un marché qui est à la fois compétitif et quand même à un haut niveau en termes d'agence, on va aller à Londres. Et en fait, on a travaillé dans quelques agences, dont une qui avait une spécialisation immobilière. Et en fait, on a vraiment aimé ce sujet-là et on s'était dit, mais en fait, c'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qui est varié avec plein de différents types d'immobilier. Et ce qu'on s'était dit, c'était on avait remarqué qu'il y avait une énorme différence entre la façon de communiquer autour de l'immobilier à Londres et en Europe. Et donc, on a décidé qu'on avait la capacité en tant que Suisse d'avoir cette connaissance, cette expertise européenne, en fait, cette touche culturelle, ces sensibilités culturelles européennes et ce benchmark londonien qu'on avait découvert en travaillant là-bas. Et on a fondé Sentis en 2008. Excellent. C'est quoi les différences fondamentales du coup entre la communication qu'il y avait je sais pas si maintenant ça s'est un petit peu copié ou si maintenant c'est un peu plus similaire, mais c'était quoi les différences fondamentales? Je pense que la différence fondamentale qu'il y avait, c'était la perception du produit immobilier. La perception du produit immobilier en Suisse et d'ailleurs en Europe, ailleurs en Europe d'ailleurs, c'était un produit qui restait, même sur du résidentiel, éminemment technique. On vendait ou on louait des biens immobiliers avec des plans d'étage, avec des terminologies techniques. C'était des documents techniques. Alors qu'en Angleterre, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une humanisation, une personnalisation de la com. Et en fait, on se retrouvait plus sur la communication immobilière, sur quelque chose qui s'apparentait à un produit comme un produit de luxe ou un produit qui avait à vocation d'être plus... duquel on pouvait presque tomber plus amoureux. En fait, il y avait cette notion de technicité, mais aussi cette notion de subjectivité, d'amour, vraiment de marketing qu'on retrouve dans d'autres domaines et pas dans des domaines techniques, au fait. Un peu comme on peut voir d'ailleurs avec des pubs sur des voitures, on ne nous apprend pas comment ouvrir la porte, donc on vend du rêve. Et là, ils vendaient du rêve au niveau immobilier, on s'est dit, là, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque en Europe. Et il y avait un décalage d'à peu près 10 ans qui, comme tu l'as dit, s'est atténué maintenant. On est peut-être sur certains marchés où il y a une maturité qui est quasi équivalente à celle de Londres. Ok, d'accord, excellent. Donc, vous avez commencé à Londres et après, vous avez ouvert des bureaux un peu partout, rapidement. Exactement. Donc, en fait, on a commencé à Londres en 2008. Comme on discutait rapidement avant, c'est une année quand même difficile pour ouvrir une agence de communication spécialisée dans l'immobilier. C'est peut-être pas le meilleur des timings. Mais au fait, c'est ce qui nous a fait. Au fait, c'est ce qui nous a donné l'ADN qu'on a. C'est un ADN qui est vraiment focalisé non pas nécessairement sur la communication elle-même, mais sur les résultats que la communication elle doit réussir à obtenir, donc les résultats commerciaux. Donc on nous a tout de suite demandé, vous voulez décaler ou dérouler ces outils de communication, mais quel va être le ROI? Pourquoi est-ce que je dépenserai cet argent? Donc on a dû justifier le travail qu'on a fait par des succès commerciaux.
Et je pense qu'en termes de développement professionnel, donc on a commencé à Londres, on a commencé de Londres à travailler à la fois en Suisse et en France. On a ouvert le bureau genevois, si je me rappelle bien, en 2010. Le premier bureau français a été ouvert à Lyon en 2011. Et à partir de là, on a ouvert Paris et on a ouvert maintenant récemment Lisbonne il y a 18 mois. Ok. C'est pas compliqué ça, l'internationalisation de... Alors, je pense que c'est une très bonne question et je pense que ce qui nous a aidé au fait à l'internationalisation, c'est déjà dans un premier temps, c'est de vouloir dès le début, dès l'inception au fait de la boîte, dès la création de la boîte, c'était d'avoir un désir de travailler à l'international. Ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est presque même le fondement du business plan. En fait, c'est là où on voyait l'opportunité. Après, je pense qu'on est vraiment des enfants. Malgré le fait qu'on était tous les deux suisses, mais des enfants londoniens en termes entrepreneurial, où vraiment c'est une ville qui vous ouvre le monde, en fait. Et où l'internationalisation, elle fait partie des meubles, elle est quasi normale, en fait. Ouais. Je dois dire que, parce qu'on en parlait avant, et moi, j'ai eu pas mal de contacts avec des Anglais dans le cadre du courtage en résidence secondaire, dans les stations de ski en Valais. C'est vrai que les Anglais aiment bien, hein, enfin il y en a quelques-uns. Je peux m'imaginer. Ouais. Notamment à Verbier, il y en a beaucoup. Et puis du coup, j'ai beaucoup bossé avec des Anglais, et je dois dire que c'est les clients. Alors si je dois définir un petit peu l'anglais type, hein, tu me diras si je me trompe après, ou ce que c'est ton avis par rapport à ça. Peut-être que ceux qui achètent des résidences secondaires, c'est pas les mêmes que les autres. Mais moi j'ai adoré bosser avec les Anglais. Pour moi c'est des fonceurs. Donc ils n'hésitent pas à négocier, ils sont durement, donc ils n'hésitent pas à baisser le prix s'ils pensent que c'est trop cher. Mais par contre ils vont de l'avant, ils discutent pas pour 2 balles. Parce que les Hollandais, par contre, ils discutent pour 2 balles. Et un Anglais, ils discutent pas pour 2 balles. Donc, ils préfèrent avancer, aller de l'avant, aller vite. Et puis, par contre, un peu hypocrite sur les bords. C'est-à-dire très pote comme ça avec toi, mais derrière, tu sais pas trop. Enfin, il serait prêt un peu à faire n'importe quoi derrière pour choper le deal, quoi. Donc voilà, mais bon négociateur. Mais surtout, ce que j'ai en tête, moi, c'est des fonceurs, c'est des gens qui avancent, quoi. Et ça, j'adore parce que souvent, par exemple, la clientèle suisse-allemande, plus sur la retenue, prendra beaucoup plus de temps pour décider, pour réfléchir, pour discuter, pour revoir des points importants, relire des PV, machin, etc. Ce qu'un Anglais fait jamais, en fait, très bâclé. Donc c'est-à-dire on lui envoie des documents, c'est très bien qu'il lit pas. Il s'en fout complètement. On lui envoie des documents en français, il parle que anglais, il a jamais rien compris du français, il lit même pas. Mais par contre il l'avance, quoi. C'est ça que je trouvais bien. En fait, je pense que je m'y retrouve. Alors j'avais peut-être un peu peur parce qu'en fait j'étais là, mais qu'est-ce qu'il va dire sur les Anglais étant donné que ma mère est anglaise et que je suis moitié anglais. Mais ça va, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. En termes de, alors je pense que déjà il y a un premier point avec les Anglais, c'est que ils ont l'habitude d'acheter de l'immobilier. Il y a vraiment comment on va dire un apprentissage dès le plus jeune âge. Au fait, on veut devenir propriétaire. C'est une des aspirations. On appelle ça get on the property ladder. En fait, l'échelle de la propriété. C'est vraiment un objectif, au fait, à part entière. Tout le monde achète de l'immobilier. On parle immobilier, on parle hypothèque. C'est un des gros sujets de conversation d'ailleurs à n'importe quelle table familiale. On parle hypothèque. Enfin, ça fait toujours partie des news. Donc, l'anglais a l'habitude d'acheter de l'immobilier. Donc, je pense que quelque part, un peu cette retenue. Elle est moindre parce qu'en fait on a l'habitude de l'achat, et ce qu'on a l'habitude aussi c'est de l'achat et de la revente pour une plus-value. Donc en fait c'est toujours vu comme à la fois une maison, mais c'est toujours vu comme quelque chose de temporaire. C'est un business quand même. C'est un business, voilà, c'est toujours un business. L'anglais adore refaire les trucs, il adore faire du DIY, il adore l'immobilier en fait. Donc ça je pense que c'est le premier truc. Après je pense que ce qu'on a vécu aussi à Londres, je pense qu'en Angleterre tout le monde a un peu un rêve entrepreneurial, tout le monde veut avoir son business, et des fois son business c'est sa maison, et c'est le fait de pouvoir acheter, de pouvoir refaire et de vendre. En fait il y a ce côté-là. Après le côté peut-être hypocrite, il se retrouve encore une fois, j'ai dit j'étais d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a un certain nombre de codes et de non-dits que c'est vrai qu'après avoir travaillé, étant moitié anglais et en ayant travaillé pendant 20 ans là-bas, il y a des codes en fait qui sont des non-dits, qui ne sont pas des évidences. Enfin, l'anglais lui-même n'est pas très conflictuel au fait, il préfère justement rire des choses et peut-être jamais rappeler ou faire des choses comme ça. Après, l'anglais en termes d'immobilier, ça reste un businessman, et donc il n'hésitera pas à essayer d'avoir une offre moins chère ou de faire des choses comme ça. Ça c'est clair, ouais. Mais il fonce.
Ouais, ils vont très vite de l'avant. Hein. Ouais. Par contre, ce que j'ai trouvé là où c'est ce qui était compliqué, disons dans le mélange culturel de la résidence secondaire, c'est ça que je trouve intéressant aussi hein, dans les transactions, c'est que vendre une propriété, et là tu vois l'utilité d'un courtier, hein, en l'occurrence en immobilier, hein, mais vendre une propriété propriété d'un Hollandais ou d'un Suisse allemand à un Anglais ou l'inverse, c'est un challenge. Hein. Parce que s'il n'y a pas un gars au milieu qui fait le filtre, c'est impossible, à mon sens, c'est impossible qu'une transaction se fasse. Quoi. Là, comme tu l'as dit, au niveau de l'appréciation au fait, du sens du détail, au fait. Rien que ça, je pense que là, tu vas avoir des décalages énormes, au fait, en termes de compréhension, de timing d'un deal, de round de négociation. Rien que là, sans courtier, je vois pas comment tu fais. Quoi. Est-ce que ça suit un petit peu aussi la tendance des États-Unis? Parce que petit à petit, les États-Unis, on entend parler de la rental nation, hein, qui est maintenant petit à petit, justement, ça devient plus de location, de plus en plus de location par rapport à la propriété, parce que la Suisse, ça reste quand même une anomalie, hein, cette planète, avec un tiers de propriétaires, il y a quasiment nulle part ça. Hein. Et donc l'Angleterre suit un peu aussi. Je pense que la majorité des pays vont commencer à suivre, ou justement sur des marchés qui sont, des marchés quand même assez prime, hein, qui sont assez développés, où le niveau d'entrée est assez haut en fait. On a vu les prix et les valeurs s'envoler à Londres. Ça veut dire que maintenant, même post 2008 ou avant 2008, on a vu des crédits et des hypothèques sur des niveaux complètement fous qui ont été offerts. Maintenant, il y a un niveau de sécurisation, il y a un minimum, by and large, un minimum de 20% à déposer, avec des gens qui n'arrivent plus à le faire. Donc le marché de la location est devenu une vraie option, donc même une option financière en fait, parce que l'achat ne l'est plus en fait. Ouais, les barrières à l'acquisition, à l'entrée, elles sont augmentées. D'accord. En fait, ce qui s'est fait en Suisse beaucoup plus rapidement, simplement. Quoi. Complètement. Avec le 20% de fonds propres, avec d'autres éléments qui ont freiné l'accès en fait. Ou qui ont cadré l'accès plutôt que freiné, qui ont cadré l'accès à l'immobilier, à l'achat et à l'investissement immobilier en Suisse. Ouais. Complètement. Ouais. On en parlait avant, hein, d'un point de vue communication, donc en off, on en a parlé, mais donc l'agence s'appelle Sentis, qui est une montagne en Suisse allemande. Une montagne en Suisse allemande. J'ignorais, pardon, la Suisse, ça n'arrivera plus. Ouais. Et du coup, vous, quand vous avez lancé vraiment cette agence, donc, de Suisse à Londres, tu me parlais de l'image de la Suisse quand même pour l'Angleterre. On faisait suite aussi à un post LinkedIn qui avait très bien marché sur mon compte, hein, où je dis voilà, ça me fait un peu marrer les Suisses qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc je disais pas ça pour ceux qui vont travailler ailleurs, hein, mais je disais ça de manière générale. Je disais ça de manière générale, les Suisses qui se plaignent de la Suisse. Et donc comment c'est vu ça de l'extérieur? C'était quoi le pas quand tu arrives en Angleterre, tu dis voilà, je suis ici, je veux faire du business ici? Je pense que la Suisse au fait, et la réputation suisse, le Swiss made, on a l'habitude de l'appliquer à des produits de consommation, que ce soit du chocolat, des sociétés de services, l'horlogerie, et c'est un gage de qualité en fait. Mais ce Swiss made, il s'applique aussi aux gens en fait. Ça veut dire que la perception que les gens, dans le monde des affaires, hein, je dis dans le monde des affaires et dans le monde de l'immobilier, dans le monde dans lequel on a gravité nous, ça a toujours été un gage de qualité. En fait, les gens connaissent la Suisse et connaissent le sérieux, connaissent la ponctualité, connaissent le savoir-faire de la Suisse. Et donc on a quelque part, et surtout dans le domaine du design, avec la typographie, la tradition typographie suisse, surtout dans l'architecture aussi, avec des Herzog et des de Meuron, des choses comme ça, vraiment des grands pontes. On a une réputation, en fait, on a un label Swiss Made qui est ultra porteur. Et duquel on a clairement bénéficié en termes de sérieux, en termes de délivrabilité, en termes justement de sérieux et de gage de qualité. Après, le nom de l'agence, on l'a choisi, je pense que, et moi-même et mon business partner Andreas Fuchs, qui est un pote de Genève, un pote d'enfance, avec qui on est parti à Londres pour créer, déjà pour aller travailler et puis après créer la boîte. C'était un moment un peu un moment de fierté, ou un moment où on s'était dit, on veut montrer l'appartenance à la Suisse, on veut quelque part un peu en être fier et puis le mettre dans notre nom.
Et puis on avait regardé plein de montagnes, et au fait il y a plein de montagnes qui étaient prises par des fonds d'investissement, donc on s'était dit on peut pas les prendre, et puis on a trouvé cette petite montagne en Appenzell. Alors petite, elle fait 2500 mètres, ce qui est énorme pour une montagne anglaise, et très petite pour une Suisse, mais elle avait la spécificité au fait d'avoir une antenne sur le haut de la montagne, d'où il y a eu une des premières transmissions radiophoniques pan-européennes. Donc on s'est dit voilà, une agence de communication suisse, on veut rayonner à travers l'Europe, donc voilà. On va utiliser le Sentis comme nom. On a dû changer l'orthographe parce qu'on nous a clairement dit qu'on ne pouvait pas trademarker le nom d'une montagne suisse. Donc on a mis un Y plutôt qu'un I à la fin. On a mis le A et le E plutôt que le umlaut. Mais voilà, on l'a. C'est notre petite montagne et notre petite agence. Ok, bon, magnifique. Le storytelling est bon. Hein. Au moins ça. D'ailleurs, j'ai trouvé votre site incroyable. Très gentil, merci. Je conseille tout le monde d'aller voir. Hein. C'est intéressant comme il est construit. Maintenant que tu étais dans le marketing et la communication depuis pas mal d'années, 16 ans, là-dedans, assez spécifique immobilier, comment tu as vu l'évolution de la communication, parce que ça a beaucoup changé, j'imagine, depuis. On en parlait d'ailleurs, du podcast, des systèmes des réseaux sociaux qui sont très développés du coup en Angleterre, peut-être un peu moins ici. Après, je sais pas, moi je suis pas un spécialiste non plus, mais comment tu as vu l'évolution, comment tu vois la suite aussi? En fait, c'est une question qui est hyper intéressante parce que dans le monde de l'immobilier et le produit immobilier lui-même, nous, ce qu'on adore en fait avec l'immobilier, c'est que c'est un des... J'essaye de trouver un autre produit qui a une capacité, en fait, une durée de vie et une capacité d'adaptation et de réversibilité et de prise de valeur malgré l'ancienneté. En fait, on a du mal à trouver un autre produit qui a la capacité de se réinventer, qui a la capacité de continuellement prendre la valeur. Si on prend un bien de consommation comme une voiture, on l'achète, elle a déjà perdu de la valeur, pardon. Et par contre, quand on prend le bien immobilier, il a la capacité d'être un logement, mais ça a la capacité d'être un bureau, ça a la capacité de devenir un hôtel. Donc on a en fait, sur un produit qu'on accuse souvent d'être statique. En fait, on a un incroyable levier de réversibilité et de dynamisme, en fait. Donc, en fait, dans la question par rapport à la communication, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la capacité de changer d'asset class ou changer d'utilisation. Et donc, dès qu'on change d'utilisation, on voit que une communication résidentielle ne va pas être la même qu'une communication pour un bureau, pour d'un data center, ou de l'industriel, ou de la logistique. Donc, elles suivent un peu toutes des règles différentes. Même quand on regarde typiquement le résidentiel, on a les résidences seniors, on a les student accommodation, résidences estudiantines, on a les résidences de luxe, on a les branded residences. En fait, on a plein de micro-asset class après dedans. Et chacun y répond à leurs propres règles. En termes de communication, la façon dont nous on voit la communication immobilière, c'est qu'on se fixe vraiment comme objectif de suivre le cycle de vie de cet asset. Donc on commence avec l'achat du bien. Donc là, on peut déjà aider. S'il y a un bid qui est compétitif ou notre client il doit acheter quelque chose, mais il doit faire une remise de dossier, on peut l'aider là. Après, il y a la deuxième phase, c'est le redéveloppement ou la consultation publique. On va aller pour le permis de construire et là, on peut aussi aider. On a fait des communications sur des programmes immobiliers. Je me rappelle d'un programme qu'on a fait avec Orlati, il me semble, qui s'appelait Morge Dialogue, où on a dû rentrer en communication avec la population locale. Donc là, on peut aussi faire de la communication. Excellent. Après, on a le développement et après, on a l'asset management et après, on a la vente. Donc, à chaque moment du cycle de vie de l'asset, on a la capacité d'aider, on a la capacité de déployer des outils de communication qui sont spécifiques à ça et aussi spécifiques à quel est le business plan pour le propriétaire. Est-ce qu'il veut redévelopper et après tenir son investissement? Est-ce qu'il veut redévelopper et vendre? Et donc, nous, on va développer des outils de communication et développer une marque qui aura, au même titre que le bâtiment, cette capacité de réversibilité, voilà, j'y arriverai, et d'adaptabilité. Ouais, complètement. Ça fonctionne la même chose que ce soit en Suisse ou à l'étranger, dans la façon de faire, c'est un peu pareil. Je pense que pour rejoindre ce que tu disais sur l'Anglais qui achète son chalet ou sa deuxième résidence, je pense qu'il y a un degré de spécialisation sur certains marchés, dont le marché londonien où j'ai maintenant travaillé pendant plus de 20 ans, où ils savent retirer chaque centime et chaque élément de valeur du bien immobilier.
Donc je pense que c'est là où la com, elle suit justement ce pattern en fait. Elle suit, et là c'est vrai que il y a un décalage, je pense. Là on a certains, enfin je le découvre hein, gentiment, et j'ai pas une vision holistique ou panoramique du marché, mais on découvre certaines poches, certains endroits où il y a des biens immobiliers qui sont pas rentabilisés et pas communiqués de manière optimale, et ce qui fondamentalement occasionne une perte de valeur en fait. Ouais. Vraiment, on le fait pas, comme on dit en anglais, sweat the asset. Enfin, en gros, c'est vraiment le faire transpirer, le faire qu'il ait un maximum de rendement, un maximum de visibilité, un maximum de prise de valeur, ou de potentiel de prise de valeur. Ouais. Parce que majoritairement, c'est quelles personnes qui font appel à une agence de com pour quel type de clients? Alors, nous, c'est une très bonne question, en fait, parce que quand on a commencé, au fait, on travaillait majoritairement avec les courtiers, avec les brokers et avec les asset managers. Ouais. Donc, ils avaient un bien à vendre ou à louer. Maintenant, on travaille de plus en plus avec des fonds, avec des promoteurs, avec des développeurs qui ont des biens ou qui ont un portefeuille de biens où ils ont besoin d'une vision stratégique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce portefeuille? Comment est-ce qu'ils vont communiquer? Et quels sont les éléments sur lesquels il faut que nous, on travaille en tant que communicants? Et après, on a un troisième type qui est ce qu'on a appelé un peu Global Brands et Operators. Donc ça, c'est tous les groupes hôteliers. Donc ça va être Accor, on travaille énormément avec eux, Six Senses. D'ailleurs, on a fait les résidences brandées Six Senses à Crans-Montana. On a fait la campagne de communication là-dessus. Extraordinaire cet hôtel d'ailleurs. Ouais, complètement fou. C'est monstrueux. Et Six Sense, c'est vraiment une des marques qui est complètement hallucinante. Qui change des régions entières. Hein. Parce que là, il y a plein d'hôtels 5 étoiles, super classe, qui cherchent à aller à Cran parce que Six Sense est là. Parce que Six Sense est là. C'est incroyable. En fait, c'est assez marrant. Enfin, et ça, c'est un point qui est ultra intéressant, en fait, ce que tu dis. Parce qu'en fait, on utilise souvent en retail, on dit, voilà, on va créer un centre commercial, et puis, en fait, on aura ce qu'on appelle un locataire locomotive, en fait. C'est lui ça va être le premier qui va être là, et puis les autres vont arriver. Et en fait, on le voit aussi avec des développements immobiliers. On voit des hôtels, ou on voit des développements immobiliers, même tertiaires, qui ont la capacité de complètement changer le quartier. Il y a un avant et un après, en fait. Ouais. Et on travaille énormément sur ce genre de sujet. Et c'est vraiment là où l'immobilier devient intéressant d'un point de vue quartier, où on a ce nouveau développement. Et la plupart des promoteurs, maintenant, nous disent, OK, on va développer cet immeuble, mais quelle va être son insertion dans la communauté locale? Qu'est-ce qui va redonner, en fait? Quelle va être sa fonction, en fait, au niveau du quartier? Donc, à partir de quand vous travaillez sur la communication? Parce que, tu vois, si tu penses à changer un quartier comme ça, je ne sais pas quel est le bâtiment, le plus gros développement que vous avez accompagné. Ouais. Mais j'imagine dans le cadre il faudrait de base que vous soyez déjà là assez tôt. Parce que si vous réfléchissez à changer un quartier, parce que dans le cadre d'un gros développement, ça peut vraiment changer la dynamique d'un quartier, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'il faut construire pour accueillir quel type de locataire, quel type de structure. Complètement. Alors c'est une très bonne question en fait. Quel est le développement immobilier le plus gros qu'on ait jamais fait? En fait, ça va être deux clients. Le premier, c'est un client exceptionnel qu'on a maintenant depuis 5-6 ans, même plus je pense, peut-être 7 ans, c'est la ville de Lausanne. Et donc on a travaillé avec Steve Pache, qui est un professionnel hors norme, qui est le chef de Lausanne Tourisme, et on a refait la marque de Lausanne Tourisme et de la ville de Lausanne pour vraiment lui donner une nouvelle image à l'international et au niveau du local. On a un deuxième sujet sur lequel on a travaillé avec deux investisseurs, un investisseur norvégien et Madison International qui sont les propriétaires de toute la baie d'Oslo. Et là, pour le coup, on s'est trouvé avec une macro-destination où on a dû créer une marque ombrelle qui était là pour toutes les audiences et qui allait parler à toutes les différentes audiences. Après, en termes de repositionnement, et pour répondre à ta question, le plus en amont on est, et c'est ce qu'on disait, même au niveau de l'achat, on a la capacité de commencer à influencer avec la stratégie de repositionnement du bâtiment, avec une vraie étude de qui sont les différentes audiences à qui on va parler, on a la capacité même d'influencer le produit, en fait, de s'assurer qu'il y ait une vraie synergie entre la marque et le produit. Et c'est là où on voit qu'il y a les effets les plus positifs, en fait, en interne et en externe du bâtiment. Donc le plus en amont qu'on travaille, c'est vraiment des fois au niveau de l'achat du bâtiment, où là, on va commencer à travailler avec le nouveau propriétaire pour savoir qu'est-ce qu'il va en faire pour que la marque, quelque part, soit devient presque le business plan, en fait. Ouais. Le business plan du bâtiment. Qu'est-ce qu'il va devenir par la suite? Ok, très intéressant. Maintenant, tu es de retour en Suisse, du coup? Ouais. De Londres. Pourquoi? De retour.
Ça fait quoi là de retourner enfin dans le plus beau pays du monde? Dans le plus beau pays du monde. Après tout ce temps loin de la Suisse. Après 20 ans, c'est un choix qui est. Enfin, alors le choix de revenir en Suisse, c'est un choix familial, c'est un choix lifestyle. J'ai la chance d'avoir 3 enfants, donc trois petits garçons qui rentrent dans l'adolescence. On était à Londres, on adore Londres et on s'était dit on voulait qu'ils bénéficient quelque part un peu de la même éducation incroyable qui est l'éducation publique suisse dont nous on avait pu bénéficier. Et on voyait qu'en restant à Londres pendant encore longtemps, ils allaient devenir des Londoniens et plus des Londoniens suisses. Donc on s'était dit, voilà, on a une fenêtre de tir pour les ramener quelque part au pays. Donc c'était un choix lifestyle, un choix personnel. Après, je redécouvre quelque part, c'est ce qu'on disait un peu en amont, je redécouvre un marché, je redécouvre des clients, je redécouvre des projets, et c'est hyper intéressant d'être de retour à ce niveau-là. Après, j'ai la chance pour le travail encore, parce qu'on a ces 6 bureaux justement de voyager énormément, donc j'ai quelque part un peu le meilleur des deux mondes. En fait, j'habite en Suisse et je travaille à l'international, donc c'est vraiment c'est hyper cool. Je suis ravi de la décision en fait. Ok, magnifique. C'est comment le marché, comment parce qu'il a quand même assez mal vécu le marché immobilier en Angleterre, le Brexit, hein, j'imagine. Ouais. Alors je sais pas quel impact concrètement ça a eu sur les prix ou les valeurs ou la location, mais on en parlait aussi avant, mais Londres c'est presque détaché de l'Angleterre un peu, c'est un pays dans un pays au final. Et comment ça s'est passé là depuis le Brexit? Alors, c'est une question assez intéressante parce que je pense que on a un... D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai fait 3 mois à Brighton. Donc j'ai vécu là-bas pour apprendre l'anglais, etc. Et j'ai été dans une host family à Peacehaven. C'est le nom du quartier. Hein. et puis donc c'est à côté de Londres. Non, à côté de Brighton, à côté du centre de Brighton, à 20 minutes de voiture, un truc comme ça. Et puis donc je pense que j'étais dans la famille, une des seules familles de droite de Brighton. Hein. C'est une ville très à gauche, Brighton. Hein. Hyper à gauche. Ouais. Hyper à gauche. et du coup, eux, ils avaient voté oui pour le Brexit. Mais à Brighton, c'était genre 85% de non. Ouais. Pour le Brexit. Et du coup, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, non, je voulais parler de ça parce que tous les matins, alors je sais pas pourquoi, hein, mais je sais pas si c'est les Anglais de manière générale, mais le premier truc qu'ils font le matin, c'est allumer la télé et regarder Good Morning Britain. Good Morning Britain, ouais. Et le soir, ils rentrent et regardent la télé aussi. Et les nouvelles tout le temps. En fait, ils sont très très à jour sur l'actualité. En tout cas, ma host famille. Après, c'était des personnes un peu âgées, etc., qui arrivaient à la retraite. Mais honnêtement, j'étais là-bas juste après le Brexit ou juste pendant l'histoire du Brexit, mais tous les jours que Dieu fait, il parlait du Brexit. Ça ne parlait que du Brexit sur Good Morning Britain. Donc du coup, c'était un événement là-bas, hein, ça a tiré pendant pas mal de temps. Alors, ce qui est assez intéressant en fait, c'est que d'un point de vue, sans rentrer justement dans des débats politiques, c'est vraiment, la vision que nous on en a eu au fait, et que j'en ai eu personnellement, qu'on a eu avec nos amis et qu'on a eu même au sein de la boîte, hein, au sein de Sentis, qui est une société ultra internationale. On a, je crois, quelque chose comme 12 différentes nationalités. On était tous de quelque part en fait, et au fait, ce vote du Brexit, la plupart des gens l'ont vécu, alors justement dans ces contextes un peu urbains, un peu londoniens, métropolitains. Ça a été vécu comme un choc, un énorme choc au fait. Parce que le vote et la façon dont il a été amené, et la campagne qui a été amenée, c'était tout le contraire en fait de Londres et de l'ADN justement cosmopolite de Londres. Après, en termes de... Une fois le choc passé, il y a eu 4 ans de négociations avec l'Union européenne, après 2 ans de débats houleux au Parlement, avec des changements de Premier ministre, et donc en fait, c'est presque ce qu'on avait appelé le aftermath, ou l'après-coup au fait du choc. Il était presque plus violent que le choc lui-même en fait. Ouais. C'est donc il y a eu il y a eu 2 ou 3 maintenant changements de Premier ministre, et donc en fait, au-delà même des effets du Brexit, on a eu l'effet d'une instabilité politique, une instabilité financière, une instabilité économique qui ont été amenées. À ça, on rajoute le Covid, et on rajoute un Covid avec un confinement qui était... et je pense qu'il y avait aussi de ça, un peu avec le retour en Suisse, on a vu
Enfin, on a des potes qui allaient au ski et nous, on était enfermés dans notre maison. Enfin, Ouais. il y a eu le moment un peu de FOMO, comme on dit. Ah, une ville Euh, comme Londres, ça doit être assez éteint. Ouais, C'était assez, c'était dur. Enfin, c'était vraiment dur. Et pour le coup, en fait, toutes ces différentes choses et enfin, et le contexte économique qu'on connaît maintenant, c'est vrai que là, le marché UK et le marché londonien, il est très difficile à naviguer en ce moment. Hyper Ouais. difficile, en fait. Il est et beaucoup de gens me disent, mais vous avez commencé l'agence en 2008, est-ce que c'est pas la même chose? Et je suis là, non, en fait, en 2008, il y avait quand même un marché, il y avait une traction, il y avait des gens qui devaient vendre, il y avait des gens qui voulaient acheter, il y avait un flot de capital, alors pas toujours équitable, mais là, on se retrouve quand même avec un marché qui est assez statique, au fait. Ah ouais. Assez dur à naviguer, au fait. Vraiment, Ok. vraiment très dur à naviguer. Beaucoup plus dur que 2008. Bon, on est plus gros que 2008 aussi en tant qu'agence, mais il Ouais, est bien plus sûr. dur là maintenant. Ok. Et c'est assez difficile de savoir si c'est le Brexit, si c'est le contexte international maintenant, avec des conflits quand même, Les taux sont assez montés importants. aussi, Les taux sont j'imagine. montés, ont explosé, hein, Ouais. que ça soit au niveau des taux d'intérêt, après l'inflation. Donc, en fait, on a toutes ces choses qui font que le marché il est difficile, au fait. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de fluidité au niveau du capital, en fait. Il n'y a pas de deal d'investissement, en fait. Donc, si on prend, encore une fois, le cycle de vie de l'asset et que vous avez fermé l'achat et que vous avez fermé la vente, bah, vous vous retrouvez avec un marché qui Mhm. stagne. Ah au ouais. final, ouais. Parce que pour l'acquisition immobilière et l'investissement immobilier, le Brexit n'a pas changé grand-chose fondamentalement en Angleterre, ou je sais pas. En Suisse, typiquement, moi je me suis toujours dit, hein, pour Verbier, ça peut changer un peu la donne. Mhm. Parce qu'en fait, faut savoir qu'un permis B ressortissant européen peut acheter n'importe quoi, donc comme un Suisse. Mhm. Donc un Anglais, il y a 5 ans, Mhm. c'était quand le Brexit? 2016, le vote, après vraiment Wow. la mise en œuvre, je crois que c'était 2020 plutôt. Hein, donc ça Ok, fait ouais, pas longtemps. ouais, Hein. d'accord. Donc ouais, avant le Brexit, un Anglais qui habitait à Genève, qui venait d'arriver, Mhm. donc expat pur, pouvait acheter un chalet résidence secondaire à Verbier. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus possible, parce Ouais. qu'un permis B ressortissant hors Union européenne, donc maintenant en Angleterre, et ben ne peut acheter que sa résidence principale. Mhm. Donc je me suis dit, c'est sûr, ça change un peu la donne pour Verbier. Après, mais du coup en Angleterre pure. En Qu'est-ce que Angleterre ça pure, donne? je pense que l'effet il s'est fait sentir de manière beaucoup plus forte dans d'autres villes que Londres. Je pense que Londres a toujours eu la capacité d'attirer des capitaux bien au-delà des frontières européennes. Donc je pense que l'effet c'est pas faire ressentir de manière aussi violente, mais je Ok. pense que c'est la combinaison de tous ces effets maintenant qui fait que le marché il est plus compliqué. Après je pense que pour revenir mais vraiment rapidement sur le Brexit, je pense qu'il y avait un désir au fait de presque d'avoir le même deal que la Suisse. Sauf que Ouais. la Suisse, c'est des négociations à la rallonge chaque année sur des bilatérales. Ouais. Et je pense que, je dis que l'anglais de base, il pensait que ça allait être vite fait, mais c'est des années de négociations, quoi. Ah ouais. Donc non, mais c'est plus au niveau, je pense, comme nous on l'a vu, c'est plus un coup au moral, un coup au dynamisme, en fait, et un coup à l'image, en fait, pour rebondir sur la com. C'est l'image qui en a pris un sacré coup, quoi. Nous on a déménagé là-bas, tout était possible, c'était ouvert, c'est tout ça. Puis là, Tu fermes pas mal de tu choses. fermes et tu prends un coup, quoi. Ouais. J'allais justement rebondir sur ça parce que Ouais. il y a aujourd'hui le gros problème que tous les pays sont en train de rencontrer en Europe, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Mhm. En Angleterre aussi, c'est marqué. Ouais. Et j'imagine encore plus, particulièrement depuis le Brexit. Alors, je sais pas comment est-ce que c'est vraiment devenu compliqué pour les gens maintenant d'aller en Angleterre? Ça, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, il y a eu beaucoup Ouais. de problèmes pour les étudiants, hein, Erasmus, tout Ouais. ça, c'est devenu très compliqué. Parce que bon, il y a beaucoup d'accords qui sont tombés, quoi. Mais pour la main d'œuvre, ça donne quoi? C'est ultra compliqué. Ah oui. Les choses que les gens ou les procédures que les gens doivent remplir pour rentrer ou pour rester sont beaucoup plus compliquées. Ouais. Nous, on avait avant un accès, ce qu'on a dit, nous, on a des gens qui viennent d'Australie, des gens qui viennent d'Italie, des gens qui viennent d'Allemagne, des gens qui viennent du Benelux. Ils rentraient, ils étaient vus comme en Suisse, en fait. C'était ultra simple et maintenant, c'est beaucoup moins simple. Et ça se répercute dans tous les secteurs, dans tous les marchés, en fait. Et quand on n'a pas eu nécessairement quand on a eu la capacité de faire de faire appel à un talent au niveau global, et que là on l'a moins, c'est compliqué. Après, les modes post-Covid, les modes d'emploi
surtout dans les sociétés de services, avec justement la digitalisation de tous les métiers, ont fait qu'on a pu recruter et on a voulu recruter à l'international sans nécessairement que les gens viennent habiter à Londres ou soient dans le studio londonien. Et c'est la même chose pour tous les studios qu'on a à travers les différents pays. Donc typiquement, on a des gens qui sont à Barcelone, on a des gens qui sont à Manchester ou Newcastle, et tout ça, ça aurait été impensable avant le lockdown et avant le Covid. Ah ouais. Ok. Ça a ouvert des portes quand même. Parce que vous êtes combien maintenant? En tout, on est à peu près une cinquantaine maintenant. Ok. Dans les différents bureaux. Ok, excellent. C'est quoi les objectifs d'ailleurs pour la suite? Je pense que déjà, c'est de naviguer le marché, le marché qui est assez compliqué. Je pense qu'on a un désir au fait qui est celui de devenir de plus en plus un partenaire stratégique, justement, parce que pour nous, la com, c'est vraiment un véhicule de mise en valeur au fait, des biens immobiliers. On a un exemple qu'on adore citer, c'est Selfridges, qui est un des grands magasins, c'est l'équivalent des Galeries Lafayette ou KaDeWe à Berlin, qui a été mis en vente par la famille qui détenait justement cet actif. La valeur, elle était de 4 milliards. C'était ça le prix de vente. Ouais. Un beau bébé. Mais la valorisation immobilière était à 2 milliards. Le reste, c'était la marque, la réputation, le business. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie plus-value. Là, typiquement, on est en train de travailler sur certains bâtiments où on sait que la marque et la réputation du bâtiment vaut plus que l'état actuel du bâtiment dans son point de vue, immobilier. Et donc, on voit que pour nous, il y a un désir de devenir de plus en plus un partenaire stratégique, justement, comme on l'a dit, de vraiment commencer à agir en amont. On a un sujet sur lequel on a travaillé avec AGC, qui est le bâtiment de Square, qui est le bâtiment juste à côté de l'aéroport de Francfort. C'est un des plus gros bâtiments tertiaires d'Allemagne. Okay. Et ça a été vendu comme the biggest office building in Germany. Et ça, c'était son problème, en fait. C'est que le positionnement du bâtiment, le positionnement du produit, il n'était pas vraiment une réflexion réelle de ce qu'était le produit, parce qu'il y a 2 hôtels, il y a des restaurants, il y a du retail, il y a du F&B, il y a vraiment beaucoup d'autres choses qui se passent. Et au fait, ce qu'on a fait, c'est travailler avec les propriétaires pour vraiment repositionner le bâtiment, pour l'enlever cette étiquette de c'est l'immeuble de bureau le plus grand d'Allemagne, pour le rendre vraiment ce qu'il est vraiment, ce qui est une espèce de mini-métropolis à côté de l'aéroport, qui est l'immeuble in fine le mieux connecté d'Allemagne. Donc la vocation de l'agence, je pense, c'est de devenir de plus en plus stratégique, c'est de continuer nos aventures internationales. Là, on a livré pour le groupe Certem le premier immeuble de bureau sur lequel on a travaillé au Sénégal, à Dakar, qui est une tour de bureau. Donc ça, c'est incroyable parce qu'on apprend énormément quand on voyage. On a beaucoup de nouveaux clients aussi au Middle East, surtout en hôtellerie et en résidentiel de luxe. Donc il y a le développement stratégique et je pense le développement à l'international sont vraiment les deux choses qui nous passionnent et qui nous drive vraiment dans le développement de la société. Magnifique. Pour revenir un peu à Londres, je vais te poser la question, mais est-ce que c'est vrai que la majorité des terrains appartiennent à la famille royale, où il y a une grosse partie des terrains qui appartiennent à la famille royale et qu'il y a une land tax, en gros, qui est la location du terrain, qui est vraiment vue comme un impôt foncier un peu pour les Anglais, qui est le DDP en fait. Et qui fonctionne, qui commence à se démocratiser un peu ici, mais qui est largement plus démocratisé en Angleterre. En tout cas, j'imagine à Londres. Ailleurs, je sais pas comment ça se passe. Alors, je pense que deux éléments de réponse. Je pense que quand on achète un bien en Angleterre, on peut l'acheter soit en freehold. Donc, freehold, ça veut dire que vous détenez le bâtiment et le terrain, ou vous l'achetez en leasehold. Ça veut dire que vous avez un bail à longue durée. Donc ça peut être un bail de 99 ans, ça peut être un bail de 219 ans, mais au fait, vous êtes bailleur. Et ça, tu choisis ? Non, c'est défini par l'immeuble. Justement, okay. Donc, ou par le bâtiment. Donc après, le freeholder, pour répondre à ta deuxième question, le freeholder n'est pas toujours un noble, il peut être quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au centre de Londres, on a 2 exemples, même j'en citais 4 en fait. 4 exemples qui sont exactement ce que tu dis. Donc on a le duc de Westminster, donc, qui a sa compagnie qui s'appelle Grosvenor, qui est un énorme investisseur immobilier, qui investit en Allemagne, qui investit en Espagne, et qui détient plus ou moins quasiment tout Westminster and Chelsea, ou qui détient tout Mayfair. Donc c'est lui le propriétaire de ça. Okay. Après on a The Crown Estate,
qui est fondamentalement la famille royale, Incroyable. qui détient tout le quartier vers Regent Street et tout ça. Donc c'est eux les propriétaires du terrain. Donc si on peut acheter là-bas, ça sera toujours du leasehold. Ça ne sera jamais du freehold. Après, vous avez d'autres. Vous avez le Marylebone Estate et le Portman Estate, qui sont des estates privées. Et c'est des quartiers de Londres et qui sont le terrain et la possession de vieilles familles. Ouais. Ah, ok. Et Ça, après, c'est des vieilles familles qui possèdent le terrain et qui gardent le terrain qui tout le gardent temps. le Ok, Ils ne vont jamais le lâcher. Ok. Parce que la valeur, elle est, Eh bah oui, elle est j'imagine bien. énorme, elle est énormissime. Et après, ça se répercute dans d'autres endroits en Angleterre où on aura des anciens propriétaires fonciers, des anciens nobles, la plupart du temps, qui détiennent ces actifs. Ouais. Mais ça, c'est incroyable parce que c'est historique, ça se fait comme ça depuis extrêmement longtemps. Et puis alors là où je pense qu'en Suisse, on a plus ce genre de propriétaires privés qui détiennent beaucoup d'immobilier, ils détiennent le bâtiment aussi. Ouais. Et justement, c'est très locatif. Ouais, a priori, du coup, en Angleterre, vu que au final, la location, c'est beaucoup moins développé, a priori. Peut-être que la volonté de garder le foncier, mais c'était une vision à long terme qui était très, très intelligente. Mais de vendre le bâtiment quand même. Donc, ça se fait beaucoup plus rapidement. Et ici, c'était soit au final, tu as le terrain et le bâtiment, soit tu n'as rien. Mais tu choisis un peu. Et donc le DDP, donc c'est location du terrain, ça a été développé vraiment pour les établissements publics d'abord. Ça veut dire les communes, les cantons qui voulaient garder la main évidemment sur des terrains qui sont importants et stratégiques pour le développement d'infrastructures, mais plutôt d'intérêt public. Ouais. Donc si à première vue, tout de suite maintenant, à court terme, il n'y a pas besoin c'est pas vraiment un terrain d'intérêt public nécessaire maintenant, pendant 50 ans, 60 ans, 99 ans, c'est possible de le louer. Mais on garde quand même la main dessus, parce que dans 99 ans, on veut garder, raser et puis faire un truc, sûrement. Ouais, exactement. Mais donc, et puis mais là, c'est purement de la projection à long terme on aura besoin un jour de ce truc, quoi. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est plus de l'investissement. Mais parce que ce que j'avais échangé des fois avec des clients anglais, quand même, ça m'a toujours interpellé. C'est deux méthodologies qui sont drastiquement différentes. Ouais. Et ils me disaient, honnêtement, nous, c'est tellement répandu, il y en a tellement. Que c'est simplement un peu un genre d'impôt foncier, quoi, en plus qu'on paye. Ouais. Donc on achète, mais même si on achète à 10 ans de la fin du bail, en gros, je veux dire, on sait que ça sera reconduit. Alors j'imagine que ça dépend des régions, quoi. Ça dépend des régions, ça dépend de qui est le freeholder aussi, mais il y a des règles qui régissent ça. Donc en règle générale, quand on achète une propriété en leasehold, on essaye de garder à peu près entre 70 et 100 ans en fait, sur le lease. Mais parce qu'il y a le désir de revente après. Okay. Donc, en fait, c'était aussi ce truc qu'on disait justement avec les Anglais, en fait. C'est que l'immobilier, c'est une maison, mais c'est aussi un business plan. Donc, en fait, beaucoup d'entre eux vont essayer justement cette notion d'échelle de l'immobilier. On va essayer de monter, on va acheter le premier appart, après, on va le refaire, on va le retaper, on va acheter le deuxième. Donc, on va toujours regarder un peu sur un leasehold qui est hyper bas, on va avoir un problème de revente. Donc en fait, on va faire en sorte que le leasehold ne soit pas hyper bas, et s'il faut, il faut le reconduire. On le reconduit de 30 ou de 40 ans pour avoir un lease qui est assez haut en fait. Le but avec le leasehold, c'était de manière... Alors, un peu de manière détournée, mais c'était de donner accès à l'immobilier, à la propriété, et de le démocratiser en fait. Alors qu'au final, on achète pas vraiment, mais on achète un bail à long terme. Ouais, bien sûr. Mais étant donné que la vision même maintenant en fait de l'immobilier, qui est le but d'essayer de le monétiser en fait quelque part, les gens achètent un leasehold, ils vont pas se dire mais je suis pas vraiment propriétaire, parce que à moins qu'ils soient vraiment sur le fait de vouloir le garder, et même si on garde, on a un lease de 99 ans, ça sera peut-être pour les enfants, puis eux ils reconduiront le lease justement. Donc il n'y a pas cette perception que c'est un demi-achat quelque part en fait. Ok, d'accord. Il n'y a pas nécessairement cette vision négative en fait. Ah, c'est marrant parce que... Mais donc si tu as l'opportunité d'acheter un appartement mais qui reste 30 ans de leasehold dans le contrat, tu peux le renégocier quand tu achètes ou pas ? Tu peux le négocier potentiellement à la baisse. Parce que si tu... Et même, je pense que personne... C'est rare que quelqu'un mettra son appartement en vente avec un lease de 30 ans. Il l'aura renégocié déjà avec le freeholder. Ah, c'est possible de le renégocier pour le reprolonger. Parce que mettre un appart en vente avec une maison en vente avec un lease de 30 ans, c'est un des premiers trucs que les gens vont regarder. Et si le lease il est bas, ils savent que
peut-être qu'ils vont devoir retaper la cuisine, mais ils vont clairement devoir renégocier le lease quand ils achètent. Donc les gens, en règle générale, ils le règlent avant de le mettre en vente. Ok, excellent. Parce que sinon, ça va être un frein à l'achat. En fait. Bien sûr. C'est un truc qu'il faut régler en fait, quand tu l'as. Et je suis content d'entendre que c'est aussi un problème en Angleterre. Et que c'est démocratisé, mais pas à des limites qui ont. Et c'est pareil. Ouais. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que quand on achète et qu'il reste 99 ans, ça va. Parce que je veux dire, ça va. Mais moi, le problème, c'est pas encore 90 ans à vivre, donc. Non, mais justement, mais si on l'achète et qu'il reste 30 ans et que tu vois ça comme un business, tu sais que tu l'achètes, c'est déjà un peu tendu. Mais si tu dois le revendre 10 ans plus tard et qu'il reste 20 ans, c'est chaud, quoi. Tu sais que la valeur de ton bien, il est impacté, quoi. Il est impacté, très impacté. Et c'est pour ça que c'est renégocié avant, en fait. Et puis les gens, en fait, c'est ce truc encore pour l'anglicisme, you don't let it get down, en fait. Même le propriétaire, même si tu l'as pendant 5 ans, tu t'assures, en fait, tu le gardes dans le viseur quelque part et tu t'assures qu'il descende pas trop bas, en fait. Ouais, ok. C'est intéressant. Ouais. Parce que, et ce que je trouve fou avec des marchés immobiliers comme Londres, c'est que même dans des circonstances comme celui-là, où au final, ce qui prend de la valeur dans l'immobilier, c'est le terrain, c'est pas le bâtiment. Le bâtiment, il perd de la valeur avec le temps. Mais dans le cas de marchés extrêmement dynamiques, le terrain prend tellement de valeur que au final, même si tu es propriétaire de l'immeuble qui est sur le terrain, mais que tu as le droit d'utiliser au final le terrain qui est dessous, ton immeuble prend de la valeur. Même que plus le temps passe, déjà ton bâtiment perd de la valeur parce qu'il faut le rénover, il faut l'entretenir, etc. Et en plus de ça, ton droit d'utiliser ce bâtiment, il est réduit, le temps que tu as comme droit d'utiliser se réduit d'année en année. En fait, c'est hyper intéressant. Et puis, je pense que c'est là où justement, la prise de valeur, au fait, du bien immobilier à Londres et les prises de valeur qu'on a pu voir ces 20 dernières années, elles sont complètement folles. Ouais. On a vraiment des quartiers qui étaient des no-go zones, au fait, qui sont devenus, le terme gentrified, au fait, et qui ont pris des valeurs complètement incroyables. Et puis, dans des espaces des fois de 5-6 ans, en fait. On part je dis n'importe quoi, un bâtiment qui valait, ou une maison qui valait 100 000 pounds, à quelque chose qui en vaut 600 000, 5-6 ans plus tard. C'est des prises de valeur qui sont énormissimes, en fait. C'est incroyable. Mais ça reste... Alors, ce qui est intéressant, et c'est ça que j'ai redécouvert peut-être en Suisse, c'est un marché qui est ultra fluide, qui est ultra dynamique, mais qui est aussi ultra clair. En fait, les prix sont des prix du marché, et il n'y a pas d'opacité, au fait. C'est hyper réglementé, c'est hyper visible, et on arrive vraiment à voir les prix, on arrive à négocier les prix. C'est quelque chose qui est quand même, qui est beaucoup moins opaque. Là, on visitait un bâtiment à Genève, et puis j'ai demandé, c'est quoi la moyenne du revenu locatif, et on n'a pas su me dire. Parce qu'on était là, lui au 4e étage, il est sur ça, lui il est sur ça, ça c'est une boîte. Alors mais en fait non, ils sont tous sur des apparts similaires, mais des niveaux de loyer qui sont complètement différents, en fait. Donc il y a pour ça il y a eu, c'est les forces du marché, donc on arrive à voir les valeurs, elles sont là, elles sont indiquées, il y a les sites qui indiquent les valeurs, c'est assez clair, en fait, en termes de visibilité de l'information, quoi. Et les prix sont publics ? Les prix sont publics. Les prix de vente ? Les prix de vente sont publics. Ouais. Ah ouais ? Mais il y a même là, si vous pouvez aller voir, il y a un site qui s'appelle Zoopla. Ouais. Et Zoopla vous donne toutes les valeurs, en fait, les valeurs estimées, les dernières transactions, quand la partie a été vendue, quelle a été la plus-value entre la vente il y a 10 ans et l'achat il y a 2 ans, quelle est la prise de valeur, toutes ces choses-là. Donc toute cette data, elle est là, elle est visible. Et ça rend... encore une fois, c'est l'achat et la vente de particulier à particulier, c'est quelque chose qui se fait énormément, en fait. Ok, d'accord. C'est incroyable. J'adore cette mentalité business des Anglais. C'est pour ça que j'adorais bosser avec eux, d'ailleurs. Je continue d'adorer bosser avec eux, mais j'ai moins l'occasion. mais je les trouve incroyables pour ça, quoi. C'est des mecs qui se bougent et qui avancent, quoi. Donc, magnifique. Merci beaucoup pour le partage, Adrien, en tout cas. Merci à toi. Et moi, je te souhaite le meilleur pour la suite. Moi aussi. Merci, c'était vraiment cool. Merci de ton temps. Ciao. Ciao.